Claire Hédon est l'invitée de ce grand angle. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la défenseure des droits. Vous avez succédé à Jacques Toubon le 22 juillet dernier, il y a 5 mois et demi précisément, pour un mandat de 6 ans, on le précise, non renouvelable. C'est l'une des spécificités de cette fonction et de cette institution. Alors d'abord, tout le monde ne le sait pas forcément, mais en France, il y a un défenseur des droits ou une défenseur des droits. En quoi consiste votre rôle? Vraiment permettre aux personnes qui ont eu des atteintes à leurs droits d'être rétablies dans leurs droits dans 5 domaines. La question des rapports des individus avec les services publics. Vous avez un problème pour faire valoir votre retraite, pour des indemnités chômage, pour des allocations familiales. L'institution du défenseur des droits peut vous rétablir dans vos droits. La question de la protection des droits des enfants, la lutte contre les discriminations, le respect de la déontologie des forces de sécurité et le 5e, c'est la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Donc 5 missions et vraiment un objectif que les personnes soient respectées dans leurs droits. Dans un monde idéal, en fait, on ne devrait presque pas ne pas exister. Les gens devraient pouvoir accéder à leurs droits. La réalité, c'est qu'il y a des difficultés et qu'il y a besoin d'une institution qui rétablisse ces personnes et particulièrement celles qui sont le plus en difficulté, les plus précaires. Alors, commençons par ces décrets publiés en catimini, en toute discrétion par le gouvernement français. Je le disais dans le sommaire de cette édition, la police et la gendarmerie vont pouvoir désormais ficher les opinions politiques, les appartenances syndicales et même les données de santé, tout cela au nom de la sécurité publique ou de la sûreté de l'État. Le Conseil d'État vient de trancher, il autorise l'élargissement de ces fichiers de renseignement. La question, elle est simple, est-ce que vous êtes inquiète? Alors, d'abord, je ne commande pas une décision du Conseil d'État, je prends acte d'une décision du Conseil d'État, mais c'est vrai qu'une partie du travail, parce que quand je vous ai défini ce que faisait le défenseur des droits, j'ai beaucoup parlé de défense des droits, mais il y a aussi travail sur le respect des libertés. Et c'est vrai que nous sommes dans un état de droit et le fait d'être dans un état de droit, c'est que le principe, c'est vraiment le respect des libertés et les atteintes aux libertés doivent être justement l'exception et doivent être temporaires, limitées dans le temps nécessaire, proportionnel. Et c'est ça, un état de droit. Et c'est vrai que le rôle du défenseur des droits, c'est aussi de veiller à nos libertés. Oui, mais par exemple, quelle va être votre marge de manœuvre maintenant que ces décrets sont officiels? Alors après, c'est souvent dans l'application où on peut être saisi par des personnes. Mais voilà, une fois que le judiciaire a pris une décision, je ne commande pas une décision du judiciaire. Alors, on a une petite réaction ce soir avec Paul Matonnet, avocat au Conseil d'État. Bonsoir maître, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous avez notamment défendu à ce sujet plusieurs syndicats, notamment la CGTFO. La question peut surprendre, mais est-ce que la France est en train de devenir une sorte de Big Brother avec une surveillance généralisée ? Les fichiers ne sont pas une nouveauté et en l'état, c'est un élargissement des fichiers existants qui est en question. Le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas lieu de suspendre les décrets que vous avez évoqués. La conclusion finale de cette affaire, elle n'a pas encore eu lieu. Elle aura lieu lorsque le Conseil d'État examinera la légalité, ceci dans plusieurs mois. Et cette décision du juge des référés, c'est en réalité un premier pas. Parce que si le juge des référés a rejeté les requêtes qui lui étaient présentées, dans sa décision, il a apporté des précisions utiles, notamment sur le sujet que vous signaliez sur le fichage des opinions politiques et de l'appartenance syndicale. Il a précisé qu'il n'y aurait pas de collecte de données sur l'appartenance syndicale en tant que telle. Il y a uniquement des collectes de données sur des activités publiques au sein des personnes morales qui peuvent révéler une appartenance syndicale. C'est un débat juridique qui peut paraître technique, mais il y a une différence très substantielle sur les éléments. Donc, cette affaire n'est pas du tout terminée. Le contentieux qui a été tranché, c'est un contentieux de l'urgence. Le juge de référé a préféré ne pas suspendre, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais la discussion, il y a encore énormément de points de discussion qui seront traités par le Conseil d'État plus tard. Alors Claire, c'est vrai que Claire Hédon, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui s'inquiètent. Il y a eu l'état d'urgence, il y a l'état d'urgence sanitaire. La question qu'elle se pose, c'est est-ce qu'on va retrouver ces libertés qui sont sacrifiées pour des raisons qui peuvent se comprendre à un instant T, mais on se souvient du Patriot Act aux États-Unis, notamment après le 11 septembre. Comment vous recevez-vous en tant que défenseur des droits ces inquiétudes? Nous, c'est vraiment de rappeler que nous sommes dans un état de droit et que ce que je vous disais justement sur le fait que il peut y avoir des atteintes aux libertés, mais elles doivent être temporaires, donc vraiment limitées dans le temps, nécessaires.
quand il y a une urgence, et on comprend une urgence sanitaire, on est dans une situation quand même exceptionnelle qui peut nécessiter des mesures exceptionnelles. Mais ces mesures, elles doivent être donc nécessaires, temporaires, et ces points-là sont vraiment importants à rappeler. Elles ont été intégrées parfois dans le Et voilà, et droit effectivement, commun. l'inquiétude, c'est qu'après, on s'habitue à des restrictions de liberté, et quand même, nous sommes dans une démocratie, et donc ces libertés sont importantes. Je voudrais juste vous donner quelques exemples du pourquoi on peut être saisi de ce genre de choses. On a par exemple été saisi par des personnes âgées dans des EHPAD, dans des établissements pour personnes âgées dépendantes, ou par des familles, sur le fait que ces personnes ne pouvaient plus sortir, ne pouvaient plus avoir de visite. Et là, on peut effectivement se poser la question de la proportionnalité. Est-ce qu'il fallait aller jusque-là? On comprend qu'il fallait protéger la santé, mais on voit bien qu'il y a eu une atteinte à la santé psychique et physique, le fait de ces personnes âgées de ne plus avoir de visite de leur famille, et c'est probablement aller trop loin. Et donc c'est ça maintenant, c'est le dosage qui est important. On peut comprendre des décisions, mais elles doivent être temporaires et proportionnelles. Ce n'est pas l'ordre du jour en France, mais ça l'est par exemple en Espagne, mettre sur un fichier, inscrire les personnes qui n'ont pas été vaccinées contre la Covid-19. Alors, pour l'instant, clairement, le gouvernement a bien dit que le vaccin ne serait pas obligatoire. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait ce genre de risque. Mais ça, effectivement, ce serait des choses assez inquiétantes et des atteintes aux libertés. Et moi, maintenant, mon rôle, par exemple, dans ce démarrage de vaccination, qui est quand même d'abord, réjouissons-nous, c'est quand même une bonne nouvelle, l'arrivée de ce vaccin, c'est maintenant être sûr que tout le monde peut en bénéficier, que effectivement les plus fragiles, les plus précaires, les personnes âgées pourront en bénéficier. Et notre rôle, il est là aujourd'hui. Alors 5 mois et demi en tant que défenseur des droits. Alors on se souvient que votre prédécesseur Jacques Toubon était beaucoup monté au créneau, très offensif sur la question des contrôles dits aux faciès de la police française vis-à-vis de certains membres de la jeunesse française, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Vous, c'est l'article 24 du projet de loi, plutôt de la proposition de loi sécurité globale qui vous a interpellé. Vous êtes contre, il est en train d'être réécrit. Pourquoi êtes-vous contre? Alors, simplement, moi, ce que je signale, c'est des inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à un article comme celui-là, qui nous paraît inquiétant en plusieurs. D'abord, il est inutile. C'est quand même la première chose, parce que heureusement que dans notre droit actuel, quand il y a des appels à la haine, c'est condamnable par la loi. Il y a eu... On rappelle qu'il interdit, en tout cas il interdisait tel qu'il était écrit, et qui pénalisait la diffusion malveillante d'images des policiers ou gendarmes. Voilà. Et la crainte, c'était d'empêcher de filmer. Donc le premier point d'abord, c'est quand même inutile. Il y a eu un jugement, il y a 1 an, du tribunal de Versailles, qui a condamné une jeune qui justement filmait impunément les policiers et le mettait sur les réseaux sociaux. Donc en fait, l'arsenal juridique, il est déjà là. Donc inutile, premier point. Deuxième point, une inquiétude sur le fait que ça nous empêche de faire notre travail. Parce que nous, je vous l'ai dit, dans les 5 missions, il y a le contrôle de la déontologie des forces de sécurité. Et une partie des affaires qui nous remontent, c'est bien parce qu'il y a des vidéos, parce qu'il y a des preuves, qu'on voit qu'il y a des atteintes à la déontologie des forces de sécurité. L'exemple de l'affaire Théo, assez récemment, sur lequel on a rendu un avis, montre celui-là. D'ailleurs, ça peut aider les policiers. On a vu ce jeune en train de filmer 2 policiers motards agressés au sol, et c'est à partir de ces images ça peut marcher dans les deux sens. Et puis, de fait, les policiers, les forces de sécurité en général, ont un métier qui est public, et donc il est normal qu'ils puissent être filmés dans leur action publique. Ils ont... possibilité de recours à la force, mais on est dans une démocratie. Si on ne peut pas contrôler notre police, on n'est plus en démocratie. Donc, je vous disais, premier point, inutile. Le deuxième point, inquiétude, parce que ça nous empêcherait, nous, de faire notre travail, vous, journalistes, de faire votre travail. Et le dernier point, à mon avis, contre-productif, parce qu'il y a quand même une forte défiance de la population, particulièrement de la jeunesse, dans nos forces de sécurité et dans la police. On ne retrouvera la confiance que par la transparence. Et justement, la vidéo est un des moyens de montrer cette transparence. En tout cas, prochaine étape au mois de mars, visiblement, pour le gouvernement. Il est urgent d'attendre. C'était prévu pour janvier, la lecture et l'examen au Sénat. C'est renvoyé au mois de mars. La précarité, c'est aussi l'un de vos chevaux de bataille. La pandémie révèle plus que jamais des multiples formes de précarité. Comment les prendre en charge selon vous et avec quels outils pour en sortir? Ça risque d'être l'un des fléaux de cette année 2020. C'est vrai que cette épidémie, elle a vraiment montré, mis en lumière des personnes en situation fragile et qui sont indispensables à la vie de notre société, qui n'ont pas pu faire de télétravail et qui ont été plus touchés par la pandémie. Je pense quand même aux chiffres qui sortent en Seine-Saint-Denis sur le fait qu'il y a eu beaucoup plus de décès dans un département comme celui-là. Et quand on compare des communes riches et pauvres, il y a plus de décès dans des communes pauvres. Donc on voit bien que l'impact de l'épidémie il est plus fort. Le deuxième point, c'est qu'on voit que les jeunes payent un franchement lourd tribut à cette épidémie. Je pense aux étudiants qui font tous leurs cours à distance, c'est quand même très difficile, qui ont toutes les
peines du monde à avoir des petits boulots qui faisaient des compléments, des jeunes qui ont du mal de façon générale à trouver du travail et qui ont encore plus de mal dans ce genre de circonstances. Donc on voit bien l'impact que ça a sur les plus fragiles. Et comment on va faire, nous, notre institution de défenseur des droits, pour que ces personnes-là soient respectées dans leurs droits? Et dans ces droits-là, que ce soit les jeunes ou les précaires, il y a le droit au logement, il y a le droit à un travail, il y a le droit à une éducation de qualité. Tous ces points-là sont importants. Et on l'a bien vu sur la question de l'éducation pendant le temps du confinement où il n'y avait pas école. Et ben, les familles où il n'y avait pas d'ordinateur, où il n'y avait pas de connexion Internet, c'était quand même beaucoup plus compliqué de faire l'école à la maison. Merci beaucoup Claire Hédon. On imagine que vous suivez aussi la situation des enfants, hein, notamment lors des confinements. On sait qu'il y a plus d'enfants battus ou de femmes battues lors de tels confinements partout dans le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, dans l'occasion de vous recevoir à nouveau.